On va se pencher aujourd'hui sur un document particulièrement lourd, un nouveau rapport présenté à l'ONU par la rapporteuse spéciale Francesca Albanese. Il documente une réalité crue, la torture. On va décortiquer ensemble ce rapport pour comprendre ce qu'il révèle. Mais avant d'aller plus loin, un avertissement. Le contenu qui suit est très difficile. Les témoignages sont crus, ils sont violents, c'est nécessaire pour comprendre la portée du rapport, mais ça peut vraiment heurter. Alors voilà le plan, on va d'abord voir le constat général du rapport. Ensuite, on verra les deux formes de torture qu'il identifie, puis comment ces actes deviennent, selon le rapport, une politique d'État. On parlera de l'appel à la justice, et pour finir, du défi que tout ça pose à la communauté internationale. Allez, on commence par le cœur du sujet. La conclusion centrale du rapport, elle est posée d'emblée et elle est sans ambiguïté. La torture est une pratique à la fois généralisée et systématique. Les chiffres, juste sur une période de quelques mois, entre octobre 2023 et janvier 2024, donnent le vertige. On parle de plus de 18 500 arrestations, de près de 100 personnes mortes en détention et de 4 000 personnes qualifiées de disparues de force. On imagine bien que présenter un tel rapport, ça expose à des pressions, à des menaces. La rapporteuse le dit elle-même, et voilà sa réponse. Cette citation, c'est bien plus qu'une phrase, c'est vraiment sa ligne de conduite face à ceux qui voudraient la faire taire. Bien. Maintenant, le rapport s'intéresse à la nature même de la torture, et il la décrit sous deux formes. Il y a la torture classique, si on peut dire, celle des sévices en détention, et puis il y a une autre forme beaucoup plus large qui s'étend à toute une société. Pour illustrer la violence physique, le rapport est direct, il donne la parole aux victimes. Un témoignage comme celui-ci, c'est insoutenable. Et il est là pour montrer que ce n'est pas un dérapage isolé, mais bien la preuve d'une brutalité organisée. Le rapport met aussi en lumière l'utilisation de la violence sexuelle. C'est l'arme de l'humiliation ultime. Des récits comme celui-ci sont là pour démontrer que ces actes ne sont pas des accidents, mais de véritables instruments pour détruire une personne. Et c'est là qu'on arrive à un point central, une idée assez nouvelle. Le rapport affirme que la torture ne se limite pas aux 4 murs d'une cellule. Alors la question c'est, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut infliger une torture à l'échelle de tout un territoire? La réponse du rapport, elle tient en deux mots. Environnement tortionnaire. L'idée, c'est de transformer délibérément un lieu de vie en un espace de souffrance permanente. C'est un supplice collectif, infligé par la destruction des maisons, des hôpitaux, par la faim, par les bombardements, par la peur constante. D'accord, mais comment passe-t-on d'actes individuels, aussi barbares soient-ils, à une politique d'État? C'est ce que cette partie du rapport cherche à démontrer, que ces violences ne sont pas le fruit du hasard, qu'il y a une intention derrière. Pour ça, le rapport fait une analogie très forte. Il dit « La torture, ça détruit le monde d'une personne, sa capacité à se sentir en sécurité. Le génocide, ça détruit le monde d'un groupe, sa capacité à exister. Vous voyez, c'est la même logique de destruction, mais à une autre échelle. » Pour que l'on comprenne bien cette destruction de l'intérieur, le rapport cite le philosophe Jean Améry, lui-même survivant de la torture. Cette phrase, elle dit tout. La conséquence, c'est un exil intérieur dont on ne revient jamais vraiment. Du coup, la conclusion du rapport est logique et implacable. La torture serait devenue une véritable politique d'État. Une politique qui repose sur une culture qui la produit, la défend politiquement et qui finit par la rendre normale. Alors, une fois ce constat posé, le rapport ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de décrire. Il accuse, et il exige que des comptes soient rendus. Il désigne des responsables. Et c'est un fait assez marquant pour être souligné, le rapport donne des noms. Il recommande explicitement d'ouvrir des enquêtes sur de hauts responsables du gouvernement israélien, comme les ministres Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich ou encore Israel Katz. Et face à ça, que faut-il faire? Les recommandations sont très claires. D'abord, lancer des enquêtes indépendantes. Ensuite, si les preuves sont là, émettre des mandats d'arrêt. Et enfin, rappeler à tous les États leur devoir absolu de prévenir, de stopper et de punir la torture, où qu'elle soit. On arrive à la dernière partie du rapport. Et là, on change de perspective. Ce qui se joue ici, nous dit-il, ce n'est pas seulement le sort d'un peuple, c'est la survie même de l'idée d'un droit international qui nous protège tous. Et voilà la conclusion finale du rapport, probablement la plus glaçante. Il avance que le génocide est en fait l'aboutissement de la torture. Une torture sans fin, qui se transmet de génération en génération et qui vise à briser tout un groupe humain. Cet avertissement de la rapporteuse y résonne vraiment comme une prophétie. Ce qu'elle nous dit, c'est que si on laisse le droit mourir là-bas, alors il mourra pour tout le monde. L'échec à protéger les uns aujourd'hui, c'est la porte ouverte à l'insécurité pour tous demain. Au final, ce rapport nous laisse avec cette question, une question fondamentale. Est-ce que le droit international est un vrai bouclier, pour tout le monde, sans exception, ou est-ce que ce n'est qu'un beau discours, une promesse vide qu'on oublie dès que ça devient compliqué? La réponse qu'on apportera à cette question, c'est elle qui définira l'avenir des droits humains.